Est-ce que vous savez combien il faut d'architectes pour faire un projet informatique? Il en faut deux. Un pour définir l'architecture initiale et un deuxième pour décommissionner l'ancienne architecture. Voilà. Allez, une deuxième pour la route, parce que vous avez l'air en forme. Combien faut-il d'architectes pour changer des ampoules? Une ampoule, allez. On ne sait pas encore parce qu'ils n'ont toujours pas déterminé la forme de l'ampoule à changer. Voilà. Bon, désolé, les blagues sont un peu pourries, parce que bon, je ne suis pas humoriste, justement, je suis développeuse. Donc, je travaille pour la société Arola. Donc, c'est une société qui aime tout ce qui se finit en DD. Donc, TDD, BDD, DDD, donc des bonnes pratiques. Je m'intéresse beaucoup au mouvement du software craftsmanship. Je pense que vous en avez déjà entendu parler aujourd'hui avec Jean-Laurent de Morlon. Il y avait aussi Jérôme Avustin qui en avait parlé tout à l'heure dans le refactoring de code de Yassi. J'anime aussi un meet-up sur Paris qui est Extreme Programmers. Je suis fan de Scrum, mais j'ai quand même une bonne préférence pour tout ce qui est XP. Voilà ce qui est pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue en fait, dans une ancienne entreprise où en fait, on n'a pas travaillé avec d'architectes. On n'en avait pas, tout simplement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon manager était très, très intéressé pour intégrer un architecte dans le pôle développement. Sauf que à chaque fois qu'on allait voir des conférences sur comment intégrer un architecte avec des équipes Scrum, en fait, on restait sur notre fin. On disait juste, les architectes, il faut qu'ils travaillent avec les équipes. Chouette, on n'avance pas très loin. Donc, je vais vous parler de cette expérience. On va commencer un peu sur du scolaire au début, avec quelques définitions. Alors d'abord, qu'est-ce que la conception ? La conception, c'est la description de la manière dont on va implémenter les fonctionnalités. Jusque-là, tout va bien, c'est plutôt simple. Au niveau de l'architecture, en fait, la conception, c'est aussi définir ce qu'est l'architecture d'un système d'information. Et donc, pour l'architecture, je me suis plutôt tournée vers les grands auteurs. Je ne sais pas si vous connaissez Simon Brand, mais il a quand même écrit un très bon livre, donc Software Architecture. Et donc, lui définit l'architecture comme les grandes décisions qui vont impacter un système. Donc, ça peut être la structure de votre système d'information, mais aussi les choix technologiques qui sont utilisés. Moi, je préfère la définition de Martin Fowler, qu'il a écrit dans son livre Pattern of Enterprise Application Architecture, où il dit que l'architecture, c'est juste un mot ronflant pour juste désigner des choses importantes. Bon, en fait, ça va pas être très constructif, donc on va rester sur la définition de Simon Brown, qui est quand même correcte. Et donc là, on a vu ce que c'était la conception, l'architecture. Maintenant, qu'est-ce qu'un architecte ? Bon, là, j'ai quand même demandé à mes amis informaticiens, qui sont développeurs comme moi, ou même des architectes avec qui je m'entends pas trop mal. Et j'ai eu vraiment de tout. J'ai eu la personne qui a la vision globale du système, la personne qui impose des standards, mais aussi la personne qui fait des PowerPoint durant ces journées. Donc, j'essaie de factoriser tout ça. Et en fait, ce qu'on attend souvent d'un architecte, c'est d'abord son expertise technique, mais aussi de la communication. Moi, je suis restée un peu perplexe parce que je me suis dit, mais quelle est la différence entre un architecte et un développeur, du coup ? Sa facturation, tout simplement. Voilà. Oui, parce que pour moi, un développeur, ça sait faire des schémas, des PowerPoint, et puis il sait coder, il a de l'expertise. Bon, malheureusement, ce n'est pas forcément un argument qui va vraiment convaincre votre manager. Mais heureusement pour moi, et puis certains d'entre vous, j'ai eu l'expérience de travailler dans un contexte où il n'y a pas d'architecte.
Alors, comment ça se passait? Alors, j'étais dans une PME d'une centaine de personnes au total, donc c'était assez petit. Et en fait, donc, le département informatique comprenait une vingtaine de développeurs. Donc, c'était pas énorme. On travaillait en mode agile, enfin, avec Scrum. Donc, il y avait 3 équipes, donc, chacun sur son produit. Et puis, il y avait une bonne culture XP où on faisait du TDD et du pair programming. Voilà, donc c'était pas mal. Il n'y avait pas d'architecte, tout simplement parce qu'il n'a pas été remplacé, tout simplement. Alors, donc, comment ça fonctionnait concrètement? Bien, puisqu'on était agile, il n'y avait pas de spécification. Puisqu'on faisait du TDD, autant faire de la conception devant le clavier, hein, c'est pratique. Et puis, puisqu'on fait du pair programming, c'est le mode de communication officiel de l'équipe. Voilà. On s'était dit, bon, on est une équipe de choc, on a un programme de choc. Voilà, on est trop bon, quoi. Voilà. Mais je sais, ça ne rajeunit pas, hein, ceux qui connaissent. Voilà. Bon. En fait, on se pensait qu'on avait gagné, tout simplement, sauf que, bon, on avait quand même, on sentait un peu ralenti. Pourquoi? Eh bien, déjà, à la fin de chaque sprint, on passait du temps à un peu rassembler ce que faisait chaque binôme. Chaque binôme travaillait dans son coin, un petit peu, et puis on avait, en fait, on prenait une tâche supplémentaire de réajustement, ou bien de réécriture éventuellement. Tout ça parce que, bon, tout le monde faisait la conception devant le clavier. On a eu aussi un problème de documentation. On ne comprenait plus pourquoi on avait choisi telle technologie pour résoudre tel problème, pourquoi nous avons rajouté telle colonne à cette table. Et donc, ça a mené beaucoup de frustration. Et le manque de documentation, ça n'a pas forcément manqué qu'aux développeurs, ça a aussi manqué à tous ceux qui travaillent avec nous, donc notamment les utilisateurs, mais aussi les barbus de la prod, parfois. Donc, quelque part, on s'est dit, bon, il y a vraiment un problème. Et donc, heureusement, nous avons les rétrospectives pour ça. Et on s'est dit, bon, on a peut-être un problème de vision, parce que chacun fait son truc dans son coin, donc en pensant qu'on avait la même vision, mais en fait, on ne l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir la même vision? Ça peut sembler évident, mais il faut d'abord discuter. Voilà. Et donc, pour en discuter, malheureusement, on a pensé aux réunions. Et en fait, on a eu super peur au début, parce qu'on s'est dit, les réunions, c'est quand même une spécialité française. Est-ce que ça va être chronophage? Est-ce que ça va être vraiment utile? Donc, on a expérimenté les réunions pendant 2-3 mois. Et bizarrement, ça a marché, en fait. Donc, on en a comme reparlé en rétrospective. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on prenait le temps de faire de la conception, pas juste sur un bout de table en train de faire la conception à l'arrache, hein, tout simplement. Et c'est pas parce qu'on est bon développeur qu'on fera vraiment des choses, qu'on a bien compris. Et donc on a vu aussi qu'on avait quand même sur les derniers sprints, qu'on avait quand même de jolies architectures, de bons designs, de bonnes solutions, qu'on prenait du plaisir aussi à développer ce qui a été défini. Tout ça parce qu'on a pris le temps de prendre le temps de faire la conception tous ensemble. Alors le tous ensemble, c'est quand même très important parce que, en fait, c'est pas qu'une seule personne qui imposait, qui proposait, on avait le choix sur différentes propositions. Donc ça permettait de pouvoir choisir la meilleure solution parmi celles qui étaient proposées. Et ce n'est que du bon sens. Donc finalement, on a un peu, par la force des choses, on a eu un peu marre d'être dépendant des salles de réunion. Et puis un jour, on a eu un tableau blanc qu'on a posé au milieu de l'open space. Et ça, c'était vraiment une révolution. C'est tout bête, mais c'était vraiment la révolution parce que
on n'était plus dépendant des salles de réunion, mais on faisait nos réunions de conception seul par rapport à notre activité. Enfin, je ne sais pas si... moi, j'en avais eu très marre, parce que j'étais la fille du groupe, donc je faisais le secrétariat pour, pour réserver les salles. Donc, pour moi, c'était vraiment la révolution où, finalement, il n'y avait plus rien réservé sur Outlook. Donc, on avait un tableau au milieu, et donc, on y allait quand on avait envie, et tout le monde n'était pas obligé d'y participer. Ceux qui voulaient y aller, y allaient, et puis ceux qui ne voulaient pas, ils pouvaient rester à leur place, attendre une oreille, et venir quand quelque chose les intéressait. Donc, un autre avantage aussi, c'est que finalement, vous avez la solution qui est écrite sous vos yeux pendant tout le sprint. Vous n'avez pas à chercher votre schéma sur le document de 300 pages en Word. Vous avez juste à tourner la tête et hop, vous savez ce que vous avez à faire, ce qui a été décidé. Sinon, pour le langage, pas forcément du ML ou du Meurize, c'est quelque chose, c'est des cubes, c'est des rectangles, c'est des flèches. Voilà, le plus important, c'est que ça soit compréhensible par tout le monde. Voilà, donc c'est tout bête, mais le tableau blanc, c'est génial en fait. Donc, le fait de faire la conception en équipe, ça porte vraiment, ça aide surtout donc à avoir une meilleure solution puisqu'on réfléchit tous ensemble. Ça mène aussi donc une équipe plus soudée vu que tout le monde travaille ensemble. Et puis, ça permet donc d'avoir la vision au sein de l'équipe. Donc, ne plus avoir les problèmes qu'on avait eus au sprint avant, c'est-à-dire un peu de cafouillage à chaque fin de sprint. Voilà, objectif atteint. Voilà, fin de la présentation. Non, pas encore. Nous, on était contents, mais en fait, à l'extérieur de l'équipe, c'était toujours pas bon. Les utilisateurs allaient parce que finalement, on faisait des choses qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'auraient pas... Ils auraient implémenté la fonctionnalité autrement, même s'ils n'étaient pas développeurs. Les DBA n'étaient pas contents parce qu'on a rajouté encore une autre colonne sur leur table fétiche. Et donc, voilà, donc, ça peut être le monde des bisounours chez nous, mais finalement, c'est toujours pas bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simple, c'est que ces gens n'ont pas la même vision que nous. C'est le même problème. Bon, effectivement, on ne va pas non plus les inviter tout le temps à nos réunions de conception. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir du feedback par rapport à aux architectures qu'on va implémenter. Donc, soit on peut faire d'autres réunions, c'est une spécialité française, mais ça peut prendre plusieurs formes. C'est soit leur envoyer des comptes rendus de nos conseils de guerre, entre guillemets, bien vraiment les inviter, et ça peut être intéressant parce que même les personnes qui ne sont pas techniques peuvent avoir des remarques très pertinentes. On a eu des opérations, dans cette expérience, nous avons eu une personne qui était chargée de l'opérationnel, mais quelqu'un qui était censé être utilisatrice, sauf qu'elle touchait vraiment aux tables, donc elle pouvait nous dire ça je m'en sers tout le temps, ça je m'en sers pas, et ça c'est quand même des remarques qui peuvent souvent toucher, qui peuvent orienter notre architecture. Même sans toucher aux bases, je pense que le fait de discuter avec les utilisateurs, voir comment fonctionne le métier, permet d'orienter une solution d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, finalement, partager la vision à différents niveaux, c'est important. Mais du coup, ça ne nous a toujours pas réglé notre problème de documentation. Alors, pour cela, en fait, on s'est inspiré du BDD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le BDD, c'est le Behavior Driven Development. C'est une bonne pratique qui consiste qui met en avant la communication entre les métiers, les testeurs et les développeurs avant l'implémentation, pour être sûr d'avoir la même vision. Donc,
c'est presque la même chose. Je mets juste un petit bémol, c'est que le BDD, c'est orienté sur le métier, sur le comportement. Là, on est un peu entre les deux, donc on va forcément parler de métier avec les utilisateurs, avec un exploitant ou avec un DBA. On va peut-être parler un peu moins de métier. Mais souvent, on va parler de métier, c'est vraiment le métier qui va nous driver et pas trop le technique. Et donc, en fait, l'une des applications du BDD, c'est aussi de faire des tests automatisés pour formaliser ces discussions. Alors, ces tests automatisés, en fait, sont lisibles et s'écrivent comme une user story. Souvent, nous avons un given when then. Non, c'est pas ça. Étant donné, non, c'est bien ça. En tant que, je veux que, pour, afin de. Et donc, nous avons aussi des scénarios, et c'est ça qui va faire, c'est sous cette formulation qu'on va écrire nos tests automatisés. Donc, ça nous permet déjà de s'assurer qu'on comprenne bien ce qui est demandé, et ça permet aussi d'avoir une documentation vivante, puisqu'elle vit avec le code. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et si on va un peu plus loin, vu qu'on discute souvent avec les métiers, on peut, normalement, à force, on va avoir un langage commun qu'on appelle l'ubiquitous language. C'est un terme que j'ai repris du Domain Driven Design. C'est une méthode de conception, on va dire, très très large, et qui met en avant le métier. Et donc, ce langage, idéalement, si le développeur l'utilise dans son code, et que son code est plutôt propre, quelqu'un qui n'est pas technique serait capable de lire son code comme une documentation. Bon, on n'est pas arrivé, avec cette équipe, on n'est pas arrivé jusque-là, mais c'était un des objectifs, d'abord avoir un langage commun. Donc, mais bon, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais c'était déjà la première étape, avoir un langage commun qui est quand même très important. Je vous parlais tout à l'heure des comptes rendus de conseils de guerre. C'est assez important, ça laisse une trace. Ça vous évite de dire pourquoi avons-nous choisi cette technologie-là, pour quelles raisons, et puis vraiment éviter de réinventer la roue à chaque fois. Donc, nous, ce que nous avons appris dans cette équipe, c'est que finalement, le manifeste agile dit les individus et leur interaction plus que les process et les outils. Ça ne veut pas dire pas de process ni d'outils du tout. Donc les process, c'était surtout la communication, les conseils de guerre. Voilà. Donc c'était beaucoup de bon sens. Mais malheureusement, il a fallu qu'on se casse un peu la gueule pour qu'on puisse le comprendre. Voilà, c'est facile, non ? Non, en fait, il y a des pièges, sinon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme piège ? Alors, le premier piège, c'est qu'il faut absolument que l'équipe comprenne la notion de responsabilité collective du code. Admettons, l'équipe fasse une erreur sur le choix d'une techno. Bon, ça arrive. Si l'équipe n'a pas cette notion de responsabilité collective, bien, chacun va se renvoyer la balle. Et puis, personne n'osera intervenir à l'avenir. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que je conseillerais d'avoir un architecte parce qu'au moins, vous avez quelqu'un sur qui taper quand ça va mal. Alors, le deuxième piège, je pense, c'est de dire, si je n'ai que des équipes de débutants, je vais quand même mettre un architecte parce que je ne fais pas confiance aux débutants. Là-dessus, je pense que c'est un peu dommage. Je mettrais plutôt l'architecte je l'intégrais vraiment dans l'équipe pour qu'il puisse vraiment partager son expérience avec les débutants et pas le mettre dans une tour d'ivoire à donner des ordres. Et puis, comme ça permet aux plus jeunes d'acquérir de l'expérience et puis donc aussi de gagner de la vision. Et un autre obstacle, c'est que souvent on me dit mais en fait, les personnes qui ne sont pas techniques, elles n'ont pas besoin de comprendre comment fonctionne le système.
Là-dessus, moi, je suis assez mal à l'aise parce que pour moi, quelqu'un qui n'est pas technique a le droit, voire même a besoin de comprendre comment fonctionne, dans les grandes lignes, un système pour pouvoir décider. Je pense notamment, par exemple, à un PDG. C'est bête, mais s'il n'a pas les moyens, s'il ne comprend pas comment fonctionne son produit, il ne peut pas avoir la bonne stratégie. Même pour un utilisateur, si c'est pas comment fonctionne son produit, il peut pas forcément il peut pas forcément faire les bonnes demandes, il peut pas faire de bonnes demandes de nouvelles fonctionnalités. Et donc, je pense que c'est au développeur, en fait, en tant que professionnel, d'apporter les clés de compréhension du système. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est le rôle de la communication, ça fait partie du rôle du développeur. Donc, tout ce qui est responsabilité, partage et professionnalisme, ce sont des valeurs qui sont mises en avant par le software craftsmanship. Voilà. C'est plus que ça, mais ça parle souvent de qualité, de professionnalisme, de partage, de communauté. Donc voilà. Donc quelque part, le software craftsmanship est une solution pour faciliter la conception en équipe sans architecte. Donc un autre obstacle, c'est, côté managérial, c'est combien ça va coûter. Parce que effectivement, déjà, les développeurs font déjà du TDD, ça coûte cher. Le pair programming, ça coûte encore plus cher. Donc là, maintenant, on dit qu'on va les laisser faire de la conception. Combien ça va nous coûter encore plus cher, ça. Tout simplement, qu'est-ce que vous faites si votre architecte s'en va ? Ça va vous coûter encore plus cher, hein, je pense. Donc en fait, aussi, un autre avantage de la conception en équipe sans architecte, c'est que c'est très résistant au turnover, puisque la vision est partagée par plusieurs personnes dans une équipe, même en dehors de l'équipe. Voilà. Donc le fait que aussi cette vision, c'est un moteur d'engagement et de motivation. Parce que si vous comprenez ce que vous allez faire, vous êtes quand même plus motivé, normalement. Et la motivation, à mes yeux, ça n'a pas de prix. Bon, après, ça dépend des managers. Voilà. Donc là, je vous ai un peu rabâché la conception en équipe sans architecte, c'est bien, mangez-en. Mais du coup, pourquoi on en voit si peu dans les entreprises ? Donc j'ai essayé de me pencher sur la question. Et en fait, souvent, les systèmes ressemblent à ça. Donc, des jolies usines à gaz qui font un peu tout, parce qu'il faut couvrir tous les cas. Et puis, je pense que c'est aussi le fait qu'on soit dans un monde très masculin. On aime bien, plus c'est gros, plus on en est fier. Et bon, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à voir grand-chose là-dedans. C'est un peu vaste. Et donc, on ne sait plus comment ça fonctionne. Et puis, on ne sait plus ce que ça fait aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un architecte. Quelqu'un qui fait un peu éclaireur. Bon, c'est mon interprétation, hein, désolée. Donc souvent, c'est aussi des gros systèmes legacy qui sont orientés par la technologie et pas sur le fonctionnel. C'est souvent, on va dire, pour la plupart des cas, des architectures 3 tiers. On va dire une base de données, la couche service, la couche présentation. Et donc, dès que vous voulez changer quelque chose, un tout petit truc, vous êtes obligé de tout relivrer le système. Je pense que vous connaissez tout ça. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de notre architecte. Donc, pour moi, mon interprétation, c'est que s'il y a un architecte, quelque part, ça montre qu'un SI est malade. Voilà. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'un SI sain ? Pour moi, un SI qui n'est pas malade, c'est un système qui est découpé de manière fonctionnelle. C'est-à-dire... alors, comment dire ? C'est-à-dire que on peut faire une analogie avec une ville. Par exemple, chaque fonctionnalité,
serait représenté par un quartier ou une boutique. Dans mon SI Legacy, souvent on a beaucoup de dépendances. Donc, parce qu'il y a beaucoup de hacks. On a souvent peut-être une boulangerie qui va vendre du pain le mercredi soir entre 17h et 18h, dans le cas seulement si la petite mamie d'à côté a poussé la porte de l'épicerie entre 15h et 16h la veille. Voilà, c'est souvent des hacks comme ça qu'on va retrouver. Et l'idée d'avoir des modules fonctionnels indépendants, c'est par exemple le cinéma qui va vivre sa vie sans que, même si l'épicerie à côté, le 7-Eleven, évolue de son côté à lui. Voilà, donc concrètement, c'est que si vous faites une modification sur un module, ça ne va pas impacter tout le reste de la Terre. Et puis, c'est plus simple, voilà, ça permet d'avoir une meilleure vision pour tous, parce que c'est plus simple d'avoir plusieurs équipes qui maîtrisent un module qu'une personne qui maîtrise tous les modules. Voilà. Donc, quelque part, Scrum facilite un peu la conception en équipe, sans architecte, parce que le fait de limiter les équipes à 8-10 personnes, en fait, nous avons forcément, on délimite des produits. C'est ce que dit le Scrum Guide. On a un produit, donc ça correspond souvent à un module fonctionnel. Pour ceux qui connaissent un peu le Domain-Driven Design, on parlera de Bounded Context. Donc c'est vraiment des domaines fonctionnels qui peuvent vraiment vivre chacun leur vie. Et donc je vous invite à regarder un peu plus ce sujet. Et puis les microservices qui sont un peu à la mode, donc ce qui reprennent un peu ce découpage aussi fonctionnel. Bon, souvent on me dit, oui mais d'accord, t'es gentil Ligia, mais chez nous, on a un historique, c'est pour ça qu'on a du legacy. Donc on va avoir besoin encore de notre architecte. Bon, alors je suis d'accord qu'il va falloir avoir besoin de l'architecte. Par contre, l'historique, il faut le changer. C'est comme une architecture legacy, c'est comme du code legacy. Eh bien, il faut un jour le traiter, sinon il va vous faire encore plus mal très très vite en fait. Donc on est très tenté de dire, bon, on va faire une refonte d'architecture, sauf que souvent ça c'est les refontes, les Big Bang, c'est vraiment les choses à ne pas faire parce que ça fait mal aussi. Ce qu'il faut faire, c'est faire comme du refactoring de code legacy, c'est y aller petit à petit. Là, je n'ai pas beaucoup le temps, mais je vous invite à voir la présentation de Julien Lavigne du CADEC qu'il a faite à Ncraft. Donc, il parle de refactoring d'architecture. Donc, il parle il dit déjà de découper de manière fonctionnelle, mais aussi d'aller petit à petit. Voilà. Il y a aussi un gros obstacle à la conception en équipe sans architecte, c'est la confiance. Il y a deux axes. Donc, il y a d'abord l'axe entreprise envers les développeurs, puisque malheureusement aujourd'hui, nous sommes encore des super imprimantes qui produisent du code. Donc, et souvent, le titre d'architecte, c'est honorifique parce qu'on nous donne enfin de la confiance. Et donc, il y a aussi ce manque de confiance de la part des entreprises, c'est souvent sur le manque de communication, souvent, de la part des développeurs. Il y a aussi un manque de confiance des développeurs envers les développeurs. Parce que quand je leur parle de conception sans architecte, les développeurs, souvent, me disent « mais t'es folle, parce que il faut être bon pour pouvoir faire de la conception ». En fait, pour moi, le software craftsmanship revient encore, puisque pour moi, c'est aussi le rôle du développeur de partager ses connaissances avec ses collègues. On est une communauté de professionnels, et si on veut que les choses marchent bien, il faut qu'on élève le niveau. En fait, c'est ça l'un des mottos
du software craftsmanship, c'est élever le niveau, et ça passe notamment par le partage. Donc, comment gagner la confiance des entreprises? Donc, s'améliorer au niveau de la communication. Et puis, et au niveau des développeurs, c'est pas attendre que les bons développeurs arrivent, c'est essayer de créer nous-mêmes de nouveaux développeurs qui sont bons. Voilà. Donc, la conception en équipe sans architecte, ça peut marcher. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Et puis, c'est aussi à vous de créer cette opportunité. Je ne pense pas que le management va vous dire bon, aujourd'hui, on ne va plus avoir d'architecte, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez en faire, c'est à vous d'abord de faire en sorte que vous puissiez faire de la conception vous-même. Voilà. Donc, pour moi, il y a aussi, pour cela, c'est en fait le rôle d'architecte va beaucoup se jouer sur l'attitude des développeurs. Est-ce qu'ils vont encore rester attentistes, un peu comme ceux que j'ai croisés jusqu'à présent, ou bien est-ce qu'ils vont reprendre le rôle d'architecte sur eux, parce que finalement, quelque part, le titre d'architecte a un peu déresponsabilisé les développeurs, comme les testeurs ont déresponsabilisé le développeur sur la qualité de code. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais vous faire passer le micro parmi vous. Moi, j'aurais une question par rapport à la vision fonctionnelle, en fait, par rapport au développement. Justement, c'est comment est-ce que tu as adressé dans cette expérience-là les choses qui sont peut-être interdépendantes. Si on prend l'analogie de la ville, par exemple, le réseau électrique ou les routes ou les choses comme ça vont servir en fait finalement les différents bâtiments. Et voilà, s'il y a des problématiques à cet endroit-là, en fait, c'est adressé par quelle équipe, comment ça a fonctionné? Donc là, tu parles de standard un petit peu, non? Alors, je pense qu'il faut un peu voir au cas par cas. Enfin, c'est un peu une réponse de Normand, désolé. Alors, c'est un peu au cas par cas parce que, bon, effectivement, on a des standards où, dans ce cas-là, admettons qu'il y ait besoin que ça impacte toutes les équipes, je pense que on peut faire, dans notre cas, bon, c'est très peu arrivé, mais ce qu'on avait fait, c'est d'avoir un consensus dans chacune des équipes, et ensuite en reparler avec des représentants des 3 équipes. Ça arrivait très rarement, parce que bon, les standards, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Après, par exemple, le TDD, c'était quelque chose qui était arrivé bien avant que je sois sur le projet. Donc ça n'avait pas forcément... C'était un standard, bon, ça fait un peu... Mais c'est arrivé un peu comme ça. Et sinon, sur d'autres, on va dire, sur les règles de code, par exemple, ça peut être les règles de développement. Nous, en fait, on faisait chacun, vraiment, on vivait en tribu, même sur le choix des technos, puisqu'on se disait que pour notre métier, il était important, il vaut mieux qu'on choisisse quelque chose qui s'adapte le mieux aux besoins plutôt que le métier s'adapte à la technologie. Voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que ça dépend des métiers. En fait. Moi, je pensais plutôt à des problèmes plus infra, en fait, des problèmes de réseau, de capacité, de perf, où là, voilà, ça va dépendre des plateformes. D'accord. C'est-à-dire que c'est du bon sens, mais pour moi, c'est les intervenants, ceux qui sont impliqués travaillent ensemble. Ça peut être plus ou moins gros, mais voilà, c'est du bon sens, il faut s'organiser. Il n'y a pas forcément besoin d'une seule personne pour centraliser tout ça. D'accord. Une autre question ? Une
remarque surtout, du coup, ça veut dire que les développeurs prennent le pouvoir et imposent leur vision aux clients. Pour moi, ils discutent avec le client. Alors peut-être que je pense que je n'ai pas vraiment mis en avant, mais c'est le développeur, il travaille ils offrent des services pour un client. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai pas mis l'accent, mais quand on discutait, c'était avec des utilisateurs aussi. Donc effectivement, quand je parlais des personnes non techniques, je pensais à eux, mais c'était un peu vu que nous on avait travaillé beaucoup avec des opérationnels aussi, qui c'est un peu limite entre utilisateur et puis opérationnel. Oui. Obligé, non. Ça se discute. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas une question d'imposer ou pas imposer, c'est voir où sont nos limites chacun et trouver des solutions tous ensemble en fait. Ça fait un peu bisounours, j'avoue, mais c'est souvent dès qu'on en parle, en fait, ça détend l'atmosphère plutôt que de demander un arbitrage par un architecte. Alors moi j'ai plusieurs questions, parce qu'en fait dans mon équipe on a quelque chose qui ressemble à ce que vous faites. Et donc c'est pour revenir sur la problématique du début qui était à la fin du sprint on faisait de la réécriture ou alors il y avait des choses il y avait une tâche en plus. Et est-ce que ça a solutionné complètement ça, c'est-à-dire qu'à la fin du sprint il y a la démo et quand on prépare la démo, tout roule comme sur des roulettes. Ou alors est-ce qu'il y a encore des choses? Est-ce qu'il y a des ratés? Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus? Il n'y a pas que pas que la conception en équipe qui a solutionné. En fait, on a aussi fait des démos intra-équipe en avance de phase. C'est-à-dire qu'on répétait déjà nos démonstrations, mais la conception en équipe, ça nous a aidé énormément parce que déjà, on avait des feedbacks, déjà, on comprenait tous ce qu'on avait à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la bande dessinée avec les balançoires, avec chacun sa vision. Et ben en fait, on avait exactement ça, et c'est ça qui nous a ralenti. Donc le fait déjà savoir ce qu'on devait faire, ça nous a fait gagner du temps. Et donc oui, ça nous a, en fait, c'est l'une des solutions qui ont fait qu'on n'était plus en retard à la fin du sprint. On avait eu ça, plus faire des démos aussi en avance de phase. Donc si je résume, en fait, c'est votre mini-réunion, oui. C'est une phase de vision qu'on n'a pas l'architecte, parce que lui c'est plus un point technique qu'à l'architecte. C'est peut-être ça qui compense l'architecte dans votre état. Après, ça dépend ce qu'on appelle architecte aussi. En même temps, c'est un métier jeune. En fait, le développement, ça date des années 60. Donc, effectivement, je pense qu'on a aussi un problème sur ce qu'on appelle un architecte. Voilà. Oui. La production, c'est-à-dire la prod, tout simplement. Alors, l'équipe s'occupait des bugs de la production, mais pas de tout ce qui est infrastructure. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non. Oui. Alors, sur tout ce qui est infrastructure, nous, non, on ne travaille pas là-dessus, mais effectivement, ça rejoint un peu ce que disait monsieur ici, c'est que dans ce cas-là, on voit, dès qu'il y a un problème, on voit avec les personnes concernées. Alors, mais non, ce n'était pas des architectes, c'était vraiment des exploitants. C'était des sysadmins. Voilà. Donc il n'y avait pas d'architecte. Est-ce qu'il faut vraiment imposer des standards pour tout le monde? C'est aussi en fonction de ce que vous faites. Vous n'allez pas faire pareil. Oui,
Mais c'est un peu comme ce que je vous disais sur les bonnes pratiques de développement. Faire de clean code, c'est un peu, enfin voilà, on peut en discuter. On fait des dojos pour ça peut-être. C'est-à-dire qu'on fait des katas tous ensemble, où on montre des nouvelles technos entre midi et 2. Et donc ça nous permet donc peut-être ça nous permet donc de voir toute l'équipe. Mais bon, il n'y a pas l'idée, l'idée, ce n'est pas d'imposer en fait. Voilà. Mais du coup, si en fait chaque équipe fait un peu ce qu'elle veut et choisit ses technologies, en fait, ce que je comprends pas, c'est à la fin, ça va être totalement hétérogène. Et qui va être responsable s'il y a un problème. Enfin, je comprends pas l'homogénéité du tout et qui est garant du tout et qui est responsable s'il y a un problème à la fin. C'est ça qui me... Enfin, non, si tout se passe bien dans l'absolu, ça me paraît pas mal, mais ça me paraît illusoire en fait. Je comprends pas dans la vraie vie comment ça peut fonctionner en fait. Enfin, du coup, vers qui se retourne-t-on quand il y a un problème? L'architecte est là pour ça aussi, enfin pas au sens de personne physique, au sens de quelqu'un responsable ou urbaniste, architecte, etc., ce qu'on veut, au sens, mon gars, il y a un problème là. Là, la responsabilité est totalement diffuse, je ne comprends pas du coup. Et si tout le monde choisit dans son coin ce qu'il veut, comment ça peut marcher? Alors du coup, là, c'est plutôt... on parle de responsabilité collective, donc au niveau des équipes. Donc effectivement, si quelque chose ne va pas, on va voir les équipes. Donc ce sont des équipes de 8-10 personnes, hein, pas plus. Donc c'est vrai qu'on va aller voir. Bon, après, il y a souvent des gens qui sont plus seniors que d'autres, qui font plus point d'entrée. Mais en fait, c'est rare que ça se passe mal. Après, comme je vous l'ai expliqué, j'étais dans une PME, donc on n'était que 3 équipes, c'était pas énorme. Après, il faut voir aussi que dans les systèmes actuels, quand je pense aux grosses banques ou dans les télécoms, on a tendance à réinventer la roue. C'est-à-dire les ORM, on va les refaire. On va vraiment on fait tout maison. Donc effectivement, on commence à avoir des gros systèmes. Là, je me dis, en fait, le problème, c'est pas qu'il faut quelqu'un pour avoir une responsabilité, c'est que le problème, c'est qu'on fait trop de choses voilà. Pour moi, c'est plus l'angle de vue. Après, la responsabilité, effectivement, c'est... Est-ce qu'on a besoin d'une homogénéité? Je pense que ça se réfléchit, je pense. Ça reprend un petit peu par rapport aux composants fonctionnels, souvent, si vous travaillez c'est rare que vous allez travailler sur toutes les applications. Vous allez travailler seulement sur 1, 2, 3 composants fonctionnels. C'est rare que vous fassiez de tout. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un standard précis pour tout? C'est un peu ça. Voilà, c'est... Mais souvent, j'ai travaillé là pour une banque où on me dit le standard, pas le standard, mais les outils sont par exemple, je travaille en .NET, donc ça va être du nCrunch, du Visual Studio, et on peut vraiment pas choisir autre chose, même si, voilà, on n'a pas le choix. Et je trouve que c'est pas forcément, c'est assez... c'est un peu liberticide, entre guillemets, parce que ça nous permet pas d'explorer de nouveaux frameworks. Ça tue la créativité. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas forcément un secteur d'activité mieux qu'un autre. Je pense qu'ils se ressemblent tous au final. Voilà. Je crois que le temps est terminé. Ou encore une dernière question? Je remercie.